Merci, merci Michel, merci aussi Jean-Marie, merci au Shadok d'avoir mis en place tout ça, c'est très intéressant, c'est vraiment un colloque passionnant qui mélange, et je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire les choses aujourd'hui, qui mélange les sciences dures et les sciences humaines et sociales, l'économie, la politique. Alors moi je vais, si vous le voulez bien, passer à des choses un peu plus techniques, mais je vais essayer d'être compréhensible, bien sûr. Je vais vous parler de photosynthèse artificielle et de soleil, essentiellement. Je vais essayer de vous décrire ce que c'est que ce fantastique phénomène de photosynthèse mis en œuvre par des plantes et par les micro-organismes photosynthétiques, et comment on peut s'en inspirer pour inventer des catalyseurs de demain. Donc je vais essayer de vous donner une vue large de cela. Alors je suis facilité par le fait que le professeur Yang a donné un certain nombre d'indications déjà hier pour ceux qui étaient là, et puis je vais évidemment parler des choses que nous faisons dans notre laboratoire, non pas pour dire que c'est ce qu'il y a de mieux sur la Terre aujourd'hui, mais pour illustrer un petit peu la démarche. Voilà. Alors évidemment, toute cette recherche dont je vais parler ne se fait pas sans hommes et femmes de talent, et le travail, pour ce qui concerne mon laboratoire, est fait étroitement en collaboration avec Vincent Artero, qui est un chimiste exceptionnel, et toute une série de gens, de jeunes tout à fait brillants, postdoctorants ou thésards, qui sont indiqués ici. Et puis, c'est une recherche qui s'est faite beaucoup au CEA. Le CEA, comme vous le savez, ne s'appelle pas simplement Commissariat à l'énergie atomique, mais aussi aux énergies alternatives. Le E et le A s'est élargi, et cet organisme a une mission importante de ce côté. Et donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, voilà, il y a un certain nombre de laboratoires du CEA, en particulier à Grenoble et à Saclay, qui ont contribué à ces résultats. Voilà. Alors, je parle de soleil, donc ici c'est en puissance à nouveau, hein, ne mélangez pas, j'avais fait un commentaire hier, évidemment les térawattheures et les térawatts, c'est pas tout à fait la même chose, mais en fait un watt c'est 1 joule par seconde, donc on peut faire la conversion. Bon, c'est une centaine de mille de térawatts que fournit le Soleil, et ça, évidemment, à comparer aux 14-15 térawatts de consommation de la planète, évidemment, on a tout de suite l'information qu'il y a quelque chose à tirer du Soleil, d'où toutes les stratégies pour convertir cette énergie solaire, soit en électricité, soit en molécules, en carburant. Alors, ici, trois grandes directions pour simplifier. D'une part, effectivement, la conversion d'énergie solaire en énergie chimique, c'est la photosynthèse naturelle. Donc vous voyez que sur les 100 000 térawatts, il y a à peu près 100 térawatts qui sont stockés sous forme de biomasse à la surface de la planète. Et évidemment, c'est toutes les molécules contenues dans les organismes vivants, dans les plantes, qui utilisent la photosynthèse. Donc ça, je commencerai à en parler pour parler de ce que c'est que la photosynthèse naturelle. Une autre façon de convertir, de récupérer l'énergie solaire, c'est évidemment, mais ça je n'en parlerai pas, ça a été évoqué déjà, c'est le photovoltaïque. Et là, c'est une conversion d'énergie solaire en électricité. Et d'ailleurs, on ne l'a peut-être pas dit tout à fait aussi fortement que je vais le faire, mais l'avenir sera très très électrique. Notre société de demain sera électrique, et une grande partie de toutes les énergies seront converties en électricité. Et puis je vais parler de photosynthèse artificielle. Alors je vais quand même noter cette partie-là, qui est que on peut, et je vais parler des cellules de Grätzel, Michael Grätzel, qui est un chimiste exceptionnel de l'EPFL à Lausanne, qui a mis en place ces cellules. Là, c'est pas tout à fait de la photosynthèse, parce qu'on produit pas des carburants, on produit pas des molécules, mais on produit de l'électricité. Mais néanmoins, les principes sont les mêmes. J'en dirai quelques mots. Je crois qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Et puis, la photosynthèse artificielle, c'est effectivement de copier la photosynthèse naturelle, d'utiliser le soleil et de produire des carburants. Ça peut être soit à travers la réduction du dioxyde de carbone,
pour donner des composés comme l'acide formique, le méthanol, le méthane, enfin, etc. Mais comme vous le verrez, j'en dirai peu parce que on a très très peu avancé là-dessus. C'est vraiment, je pense, l'objectif de demain. Et puis il y a eu, et puis la deuxième façon de stocker l'énergie solaire par la photosynthèse artificielle, c'est de convertir, c'est ce qu'on appelle la décomposition de l'eau, la photodécomposition de l'eau, c'est de convertir l'eau en hydrogène. Et comme vous le savez, l'hydrogène est un carburant. Voilà. Alors quelques mots sur la photosynthèse. Donc c'est un processus d'ailleurs avec je le dis tout de suite, avec une très faible efficacité. Le système vivant ne fait pas de la photosynthèse avec des rendements de 100%. Chez les plantes, c'est inférieur à 1%. Et dans les micro-organismes photosynthétiques, ça atteint difficilement 3-4%. Il faut noter par ailleurs que le maximum théorique n'est que de 10%. Je ne prends pas le temps d'expliquer cela, mais vous pouvez en trouver l'explication dans la littérature. Donc, la photosynthèse naturelle se produit dans ce qu'on appelle les organismes photosynthétiques, plantes, microalgues, Daniel Thomas en a parlé hier, cyanobactéries. Alors, comment convertir de l'énergie lumineuse en carburant? Quand je dis carburant, eh bien, c'est à la fin du cycle ici, toutes les molécules qui sont, j'ai mis des carburants cellulaires, les sucres, mais toutes les molécules qui sont synthétisées dans une cellule, dans un organisme vivant. Eh bien, pour cela, il faut d'abord capter l'énergie lumineuse, les photons de la lumière, et ça se fait au niveau d'un système multiprotéique d'une très grande complexité, absolument fascinant. Il s'avère qu'il y a une structure rayon X avec une très bonne résolution qui est sortie il y a quelques semaines, qui pourrait valoir d'ailleurs à son auteur un prix Nobel, de mon point de vue, qui donne des informations structurales extrêmement précises de ce système. Et donc, les photons de la lumière sont captés, et ceci conduit à exciter des électrons qui circulent à travers toute une chaîne de transfert d'électrons complexe à travers la membrane. Et puis en faisant ce chemin-là, malheureusement, les électrons perdent de l'énergie, et il y a un deuxième système. Alors le premier, on l'appelle le photosystème 2, et le deuxième, le photosystème 1, qui, par l'effet d'un autre photon, réénergise l'électron, qui ensuite conduit à la production d'un réducteur biologique qui est le NADPH, et ce NADPH intervient dans la conversion du dioxyde de carbone qui est capté par ces organismes en carburant cellulaire. Donc c'est alors ces électrons, d'où ils viennent? Ils viennent de l'eau, ce faisant, l'eau est oxydée et produit de l'oxygène moléculaire. Alors au cours de ce processus, il y a de l'oxygène qui est produit. C'est un oxygène qui est en fait un déchet de la réaction, qui ne sert strictement à rien, mais nous on l'utilise, bien sûr, comme vous le savez, mais c'est un sous-produit de ce phénomène-là. Ces organismes-là ne font pas ce processus de photosynthèse pour produire de l'oxygène, ils le font pour récupérer des électrons de l'eau et pour réduire le CO2, pour lui synthétiser ces carburants cellulaires. Donc le bilan de la réaction, c'est finalement du dioxyde de carbone, de l'eau, de la lumière, pour produire de l'oxygène et, ici j'ai écrit du glucose, mais ça peut être toutes sortes de molécules, c'est un modèle. Et voilà. Et donc, si vous voulez, le schéma de principe, je vous le donne parce qu'il est assez important quand on va faire de la modélisation, c'est celui-là. Il faut une molécule qui est présente dans ce photosystème qui capte les photons, c'est ce qu'on appelle un photosensibilisateur, et puis des chaînes de transfert d'électrons, et puis des catalyseurs dont je reparlerai pour réduire le CO2 et pour oxyder l'eau. Voilà. Alors, il y a une chose importante, parce que je viens de dire réduire le CO2, je crois que c'est ici. Ici, j'ai parlé du réduction du CO2.
Mais il faut bien savoir que la nature ne réduit pas le CO2 en méthanol, en acide formique, comme nous essayons de le faire, nous, chimistes. En fait, c'est un mécanisme extrêmement complexe qui fait que le CO2 est introduit à l'intérieur de molécules organiques pour donner, à travers des transformations complexes, qui implique une enzyme qui est extrêmement abondante, qui est la ribulose 1,5-biphosphate carboxylase, qui fixe le CO2 et l'introduit dans des molécules organiques. Je ne rentre pas dans le détail, mais qu'il soit bien clair que quand je vais parler de photosynthèse artificielle, pour la partie réduction du CO2, je ne vais pas du tout mimer le vivant. Voilà. J'ai parlé de conversion du CO2 en molécules organiques, mais il y a une réaction qui est intéressante dont je voudrais vous parler, c'est qu'il y a certains micro-organismes qui utilisent la même chaîne de transfert d'électrons photosynthétiques, non pas pour les envoyer dans la conversion du CO2 en sucre, mais pour les envoyer dans des systèmes qui réduisent les protons en hydrogène. De sorte que ces micro-organismes, et c'est le cas des microalgues et des cyanobactéries, ont la capacité de faire de la décomposition, de la photodécomposition de l'eau, c'est-à-dire de convertir de l'eau en oxygène et en hydrogène. Et donc là, le schéma est le même, sauf qu'ici, au lieu d'avoir CO2 donne sucre, j'ai proton, donc de l'eau, qui donne de l'hydrogène. Je reviendrai là-dessus. Alors, si vous voulez, quand on regarde ce magnifique système qui convertit du CO2 en sucre ou de l'eau en hydrogène, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Si on est intéressé par ce système en se disant c'est peut-être une solution, et peut-être le chimiste, s'en inspirant, peut inventer des systèmes plus simples pour faire de la décomposition de l'eau, eh bien, il faut comprendre comment ça marche. Je vais essayer de le faire très simplement. Le photosystème 2 est un système supramoléculaire d'une très très grande complexité qui organise la chimie sur le plan de l'espace, c'est-à-dire en positionnant tous les acteurs de façon extrêmement fine, sur le plan de l'énergie avec une gestion des potentiels extrêmement fine, et également sur le plan cinétique. Mais le principe est le suivant. Vous avez une molécule, ça peut être la chlorophylle par exemple, qui est un photosensibilisateur. Sous l'effet de la lumière, ce qui se passe, c'est qu'il y a un électron qui passe d'un état fondamental à un état excité. Tout d'un coup, dans cet état qui est très instable, cette molécule a la capacité de donner des électrons à très bas potentiel et donc est capable de réduire des protons ou du dioxyde de carbone, de la même façon que le trou qui vient d'être créé ici a la capacité d'oxyder l'eau en oxygène. Alors donc, quels sont tous les problèmes qu'il faut résoudre? C'est important de le savoir si on veut copier ce système. Le premier problème, c'est qu'il faut avoir des bonnes molécules qui absorbent la lumière du soleil, et évidemment, l'eau n'absorbe pas la lumière du soleil, enfin dans le visible, et dans le domaine visible, et donc il faut des photosensibilisateurs. Il faut des molécules comme la chlorophylle pour créer cet état de séparation de charges. Le deuxième, c'est qu'une fois que vous avez séparé ces charges, il faut vraiment le maintenir suffisamment longtemps, donc il faut stabiliser les états de séparation de charges, et donc il faut mettre en place des chaînes de transfert d'électrons qui vont éjecter l'électron le plus loin possible et garder le trou le plus loin possible, éloigné de l'électron pour qu'il n'y ait pas de recombinaison. Donc il y a un problème de chaîne de transfert d'électrons. Enfin, quand les électrons arrivent pour réduire le substrat, il faut des catalyseurs, ça c'est extrêmement important, je le dirais, il faut des catalyseurs parce que ces réactions sont, sur le plan cinétique, extrêmement lentes parce que ce sont des processus multi-électroniques et que donc il faut des catalyseurs. Alors, en particulier du côté du photosystème, l'oxydation de l'eau en oxygène se fait à partir d'un système absolument fabuleux à base de manganèse et de calcium dont nous avons, et ça c'est tiré du fameux article dont j'ai parlé dans Science, nous donne une information, enfin c'est l'information
à l'échelle atomique de ce catalyseur, vous avez en violet les atomes de manganèse, en jaune les atomes de calcium et en rouge les atomes d'oxygène. Une fois qu'on a bien compris ce système, est-ce qu'on peut le copier et construire des dispositifs qui reproduisent un certain nombre d'éléments de la photosynthèse? Et je vais parler très rapidement des cellules de Grätzel. Voilà, donc j'ai dit Michael Grätzel, qui est professeur à l'EPFL, qui a mis en place ce système, et je le décris très simplement. Donc ce sont des photosensibilisateurs. Alors vous voyez, ici c'est un photosensibilisateur à base de ruthénium, c'est une molécule assez classique, qui est capable donc de faire comme la chlorophylle, c'est-à-dire d'envoyer un électron d'un état fondamental à un état excité. Et ce photosensibilisateur, Michael l'a déposé sur des nanoparticules d'oxyde de titane qui permettent de récupérer les électrons et donc de diminuer la recombinaison de charge. Donc d'une certaine façon, ça modélise la chaîne de transfert d'électrons qui éloigne les électrons. Et ensuite, ces électrons passent dans un circuit et donc et de l'autre côté arrive sur une deuxième électrode où il réagit avec un système redox qui permet de refaire passer les électrons et de remplir ce trou. Donc vous avez un circuit totalement fermé, et donc simplement en éclairant et en ayant les photons du soleil absorbés par ce photosensibilisateur, vous avez du courant qui circule dans le circuit. Donc c'est vraiment une conversion d'énergie lumineuse en énergie électrique. Il y a certains éléments, c'est pour ça que je le mets dans la photosynthèse artificielle, il y a certains éléments qui ressemblent à la photosynthèse. Je ne rentre pas dans le détail de l'explication, mais ce sont des systèmes qui peuvent atteindre des rendements de plus de 10%. 10%, c'est le rapport entre l'énergie fournie sous forme de soleil et l'énergie récupérée sous forme électrique. Alors, il y a beaucoup de recherches sur la structuration des oxydes, sur les photosensibilisateurs, sur le système redox qui est ici et qui permet la circulation des électrons. C'est un domaine qui est en développement. Alors maintenant, je passe à la conversion de l'énergie solaire en carburant. Là, c'est vraiment de la photosynthèse artificielle. Et je ne parlerai pas aujourd'hui de la réduction du CO2. Ce sont des projets qui sont en train de renaître d'une certaine façon aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et ce sont des projets que je vais développer ici au Collège de France. Mais je vais parler plutôt de la production d'hydrogène à partir de l'eau. Vous voyez, on est dans un rêve, dans une vision extrêmement excitante, prendre du soleil, de l'eau et avoir de façon presque infinie un carburant qui est l'hydrogène, qui peut être utilisé dans les piles à combustible ensuite. Avec évidemment tout un tas de problèmes associés à l'hydrogène que je ne souhaite pas cacher, mais qui n'est pas aujourd'hui mon propos. Alors, à nouveau, si on simplifie ce que fait la nature, elle a le photosystème dont j'ai parlé, avec le complexe de manganèse et de calcium, qui est capable de tirer les électrons de l'eau. Ça, c'est la première étape. Et puis, il y a aussi chez les organismes vivants certaines enzymes, les hydrogénases, j'en reviendrai, qui sont capables de tirer les électrons, de récupérer ces électrons et de réduire des protons pour donner de l'hydrogène. Voilà les deux grands systèmes biologiques qui font la réaction de photodécomposition de l'eau. Alors, je dirais que cette partie-là, elle semble assez difficile parce que c'est une réaction qui est thermodynamiquement défavorable, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut de l'énergie lumineuse. Il faut tirer 4 protons et 4 électrons de l'eau, c'est quand même assez difficile. Il faut former une liaison oxygène-oxygène à partir de 2 molécules d'eau. Et évidemment, il faut tout un système de collecte de la lumière, de la conversion lumineuse. Alors, l'autre partie sur laquelle on a beaucoup travaillé, parce qu'elle est un peu plus facile, mais quand même assez difficile aussi, parce qu'elle implique... elle est facile parce que finalement cette réaction est thermodynamiquement favorable. Celle-là n'a pas besoin de lumière, c'est celle-là qui a besoin de lumière. Il faut combiner 2 protons
et 2 électrons pour donner une molécule d'hydrogène, et il faut former une liaison hydrogène-hydrogène. Donc c'est assez compliqué sur le plan chimique. Voilà. Alors, un système artificiel de photosynthèse, il est comme ça, finalement. Il faut des molécules qui collectent la lumière et qui séparent les charges efficacement en évitant la recombinaison. Alors, ces molécules ou ces matériaux... ces molécules, ça peut être des molécules organiques, phthalocyanine, porphyrine, des complexes de ruthénium, d'iridium, rhénium. Il y a énormément de recherches sur ce type de molécules. Il y a aussi des matériaux, et en particulier tous les semi-conducteurs, oxydes de titane, et puis j'en parlerai, des oxydes de fer, des oxydes de tungstène, qui sont aujourd'hui ceux qui sont le plus développés, le plus travaillés. Mais il y a des centaines de semi-conducteurs qui ont été testés dans ce contexte. On est en plein dans la recherche d'aujourd'hui. Et une fois que cette énergie se traduit par une excitation du photosensibilisateur, on a à gauche un catalyseur pour oxyder l'eau et donner des électrons pour compléter le trou qui a été créé ici, et les électrons excités partent pour réduire les protons, pour former de l'hydrogène, et là aussi il faut un catalyseur. Et donc, si vous voulez, il y a les deux aspects, collecte de l'énergie et puis catalyseur. Parce que ces catalyseurs sont quand même des entités tout à fait particulières qui sont construites pour accumuler plusieurs électrons ou plusieurs trous, un par un et à potentiel constant, et le plus proche possible du potentiel thermodynamique de la réaction, sinon ça coûterait énormément d'énergie. Et ensuite, une fois que ces catalyseurs très particuliers ont accumulé ces potentiels réducteurs et oxydants, il faut qu'ils les crachent d'un coup au proton ou au CO2 ou à l'eau. Voilà. Alors, je vais parler des problèmes des catalyseurs, parce qu'il y a un vrai problème avec les catalyseurs. On l'a évoqué une ou deux fois hier. Ce processus dont on parle, production d'hydrogène à partir de l'eau, qu'on fait donc par photosynthèse artificielle ou par photolyse de l'eau, étape qui demande de l'énergie, mais qu'on peut aussi, j'en parle pas aujourd'hui, mais qu'on peut aussi faire par électrolyse. Mais comme je veux parler ici de photosynthèse, je n'évoque que les cellules photoélectrochimiques. Et la réaction suivante, c'est qu'une fois qu'on a de l'hydrogène, donc cycle vertueux, on l'oxyde dans des piles à combustible, l'hydrogène produit ici, redonnant toute l'énergie solaire que l'hydrogène a gagnée ici, redonnant ici cette énergie, et revenant à H2O. D'ailleurs, c'est un des éléments intéressants de l'hydrogène, c'est qu'au cours de son oxydation, de sa combustion, il n'y a pas de production de CO2, il y a production de l'eau qui est évidemment, sur le plan environnemental, intéressant. Eh bien, ces réactions-là, qui paraissent toutes simples, telles qu'on les écrit ici, sont des processus, je l'ai évoqué dans une diapositive précédente, complexes à cause du fait qu'elles sont multi-électroniques. Donc elles sont cinétiquement très lentes, je l'ai dit, donc il faut des catalyseurs, et aujourd'hui, les catalyseurs utilisés dans la plupart des dispositifs sont des catalyseurs à base de métaux nobles, comme le platine, le rhodium, etc. Or, là, il y a un vrai problème, parce que si on sait, évidemment, bien aujourd'hui, enfin, quand on est chimiste, pourquoi le platine est si bon pour ce type de réaction, eh bien, on constate par ailleurs, et ça vous le savez, que c'est un métal qui est très cher. Ici, quelques chiffres comparant le platine à d'autres métaux moins chers, mais il y a des facteurs, il y a 1000 à 10 000 de rapport entre le prix du platine et le prix du manganèse ou du fer. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, en lien avec cela, il y a le fait que le platine, évidemment, est en quantité très limitée. Donc on ne peut pas imaginer développer tous ces dispositifs à long terme, développer une économie à hydrogène, si on ne traite pas le problème de la catalyse. Et là, les chimistes ont un rôle à jouer, et c'est ce que nous, de notre côté, on essaye de faire. Ici, c'est une erreur, il y a à peu près 700 millions de véhicules à la surface de la Terre. Si vous imaginez de mettre une pile à combustible, imaginons on soit dans un monde à hydrogène, où tout est hydrogène, le carburant c'est l'hydrogène, on met des piles à combustible dans ces 700 millions de véhicules, eh bien les
calculs, la connaissance des réserves et le calcul nous montrent qu'en 15 ans, il n'y a plus de platine à la surface de la Terre. Donc, évidemment, il n'est pas possible d'imaginer une société à hydrogène sans régler le problème de la catalyse. Alors, finalement, notre rêve, c'est celui-là, c'est de créer ce dispositif-là, qui est une cellule photoélectrochimique sans métaux nobles, avec une photoanode qui modélise le photosystème, c'est-à-dire vous avez des matériaux, ça peut être des semi-conducteurs, oxyde de fer et oxyde de tungstène. Donc ça remplace la chlorophylle dans le photosystème, qui capte les photons de la lumière, donc excitation des électrons, qui ensuite partent de l'autre côté, où ils réduisent les protons en hydrogène. Donc, en éclairant ce dispositif en présence d'eau, vous produisez de l'hydrogène. Voilà, c'est ça notre rêve, c'est le rêve de beaucoup de gens, et ce sont des recherches qui sont développées. Alors, pour que ça marche, il faut aussi des catalyseurs, et là aussi, les catalyseurs, ça peut être des oxydes de manganèse, et là, on commence à ressembler beaucoup au photosystème 2, mais ça peut être aussi des complexes de manganèse et de calcium, là aussi, des oxydes de cobalt, qui sont actuellement très développés. Et je cite le travail de Dan Nocera, qui est professeur au MIT, qui a eu beaucoup de succès avec des résultats publiés dans Science en 2008 et qui sont prolongés par plusieurs articles, où il développe l'idée de mettre en place des oxydes de cobalt comme catalyseurs. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille ici au Collège de France, notamment dans le laboratoire de Clément Sanchez, où on essaye de mettre en place en effet des oxydes métalliques de type fer avec des catalyseurs à base de cobalt. De l'autre côté, il faut aussi des catalyseurs, et je vais vous parler des catalyseurs qu'on met en place du côté de la cathode. Bon, puisqu'on m'a demandé de faire un peu l'état de l'art, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive parce que ça serait peut-être un peu trop pointu, mais je crois que beaucoup de gens aujourd'hui travaillent sur l'oxyde de fer comme semi-conducteur, parce que c'est un élément qui n'est pas cher, qu'il est très abondant, qu'il absorbe la lumière visible, et donc pour ça il est très très intéressant. Il a un certain nombre d'inconvénients, et donc il y a tout un travail qui est mis en œuvre, et vous voyez que Michael Grätzel aussi travaille sur ces choses-là, qui est mise en œuvre pour optimiser l'oxyde de fer comme élément photosensibilisateur, et ça passe aussi par le développement de catalyseurs. Je ne veux pas rentrer dans le détail ici. De la même façon, je pense qu'il y a pas mal de travaux, vous voyez, Grätzel, Domaine, qui sont des grands noms de ce domaine, c'est le cas de le dire, qui travaillent sur des oxydes de tungstène qui sont aussi très développés. Alors, pour la cathode, et je voudrais passer un peu de temps là-dessus, donc vous voyez, cette fameuse cellule photoélectrochimique, c'est des choses très très simples auxquelles on aimerait arriver. De l'eau, du soleil, de l'oxyde de fer, de l'oxyde de cobalt à la photoanode, et maintenant je vais parler de la partie cathode. Alors il y a quelque chose qui est très inspirant, ce sont les hydrogénases. Je vais dire quelques mots de ces enzymes absolument fascinantes. Que sont les hydrogénases qui catalysent donc cette conversion de protons en hydrogène ou d'oxydation de l'hydrogène en protons. Ces hydrogénases font ça avec des activités catalytiques impressionnantes et travaillent exactement au potentiel redox thermodynamique. Donc il n'y a pas de surtension, ce sont d'une certaine façon, ces hydrogénases, c'est le platine du vivant. Quand on regarde, parce qu'il y a eu des structures aux rayons X de ces protéines qui ont été obtenues il y a quelques années, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que, évidemment, la nature n'a pas choisi du platine pour faire cette chimie, elle a choisi des métaux que nous-mêmes ne savons pas utiliser dans ce contexte-là, mais la nature a trouvé la solution. Et ici, c'est des atomes de nickel et de fer
dans une des classes d'hydrogénase, ou des atomes de fer simplement dans l'autre classe d'hydrogénase. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on a des informations à l'échelle atomique qui nous permettent de connaître ces systèmes enzymatiques qui contiennent donc du nickel et du fer. Alors là, ça devient très très intéressant parce qu'on se dit, si la nature a pris du nickel et du fer et pas du platine, bon, ça c'est pour une bonne raison, c'est parce que le platine est trop peu abondant et la nature d'une manière générale n'a jamais utilisé les métaux nobles dans ces enzymes, dans ces métalloenzymes. Mais ça veut dire qu'on peut y arriver. Et une façon de le faire, c'est d'étudier ces systèmes-là, de les comprendre et d'en tirer, de tirer de ces principes de fonctionnement qu'on a compris l'invention de nouveaux catalyseurs à base de nickel et de fer. Voilà, alors, vous voyez, c'est à nouveau le site actif de ces hydrogénases. Vous voyez un atome de nickel, un atome de fer. Je mets de côté le fait, mais je suis content de le mentionner, que ces enzymes-là ont dans le site actif des molécules de cyanure et de monoxyde de carbone. C'est assez extraordinaire parce qu'on pense tous que le cyanure et le monoxyde de carbone, c'est quelque chose de très très toxique pour le vivant. Eh bien, vous voyez, ces organismes-là biosynthétisent du cyanure et biosynthétisent du monoxyde de carbone pour créer une entité catalytique douée pour la réduction des protons en hydrogène ou l'oxydation de l'hydrogène en protons. Voilà. Alors, à partir de là, nous nous sommes dit que nous allions travailler sur des complexes de nickel. Et ici, je vous parle donc d'un travail. Ici, c'est Alan Le Goff, qui est maintenant chargé de recherche au CNRS, qui était postdoc à l'époque. Donc, c'est un travail qui a été publié en 2009 dans Science et pour lequel nous avons pris un certain nombre de brevets. Et en réfléchissant sur le système hydrogénase, on a mis au point ce petit complexe de nickel. Je ne détaille pas son environnement organique, ce sont des ligands diphosphines qu'on a accrochés sur des nanotubes de carbone. Et ce catalyseur-là a été déposé sur des électrodes d'électrolyseurs ou de piles à combustible. Et on a découvert avec ça un catalyseur qui est à la fois doué pour l'oxydation et la production de l'hydrogène, qui est capable de faire plusieurs centaines de milliers de cycles catalytiques, qui est très stable, qui est compatible avec la technologie PEM. La technologie PEM, c'est Proton Exchange Membrane, c'est une des technologies des piles à combustible. Avec une surtension qui est très proche de celle du platine et qui est résistant au monoxyde de carbone alors que le platine ne l'est pas. Donc par une approche bio-inspirée, on est arrivé à produire un catalyseur qui a des propriétés absolument remarquables. C'est de mon point de vue, une des plus belles histoires de démarche de chimie bio-inspirée. Bon, pour le moment, on est en train de l'améliorer et de l'étudier dans des dispositifs réels. Bon, malheureusement, il n'y a pas que des choses aussi positif que ça. Il y a un inconvénient, c'est que pour le moment, il y a des densités de courant qui sont encore trop faibles par rapport au platine. Donc, il faut améliorer ça, et c'est ce qu'on est en train de faire. Combien il me reste de temps ? 5 minutes ? 5 minutes, quand même. Bon. Voilà, donc ça, je peux passer ça. Je veux juste, ici, vous démontrer cette démarche bio-inspirée. Vous voyez, on a étudié les enzymes, on a récupéré un certain nombre d'informations des sites actifs de ces enzymes pour les incorporer dans un petit complexe. La raison pour laquelle on a pris du nickel, c'est parce qu'il y avait du nickel dans l'enzyme. Pourquoi on a mis cet atome d'azote ? Je ne rentre pas dans les détails, c'est parce qu'il en existe un dans l'enzyme. On a mis ça sur des nanotubes de carbone parce que l'enzyme met en contact le site actif où se fait la réaction chimique avec la surface où se fait l'arrivée des électrons ou le départ des électrons à travers une chaîne de transfert d'électrons. Donc ce nanotube de carbone, d'une certaine façon, modélise cette chaîne de transfert d'électrons et ce système-là se trouve donc un magnifique système bio-inspiré pour faire cette chimie-là. Voilà. Donc je vais terminer là-dessus pour ne pas prendre plus de temps. Donc on est en train d'avancer aujourd'hui et cette démarche-là que je vous indique, c'est une démarche qui est développée par tout un tas de collègues dans le monde
avec la mise en place de photoanodes. Je crois profondément que les photoanodes de ces dispositifs seront des matériaux, seront des oxydes ou des dérivés d'oxydes, ne seront pas des catalyseurs moléculaires ou des photosensibilisateurs moléculaires. À l'inverse, et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus, du côté de la cathode, je pense qu'on peut imaginer des catalyseurs moléculaires qui modélisent qui miment les sites actifs des hydrogénases. Ça peut être du nickel. On a aussi beaucoup de choses avec du cobalt. Dernier point, ces dispositifs vont nécessiter d'avoir non pas une cathode ici, mais une photocathode, tout simplement parce que l'énergie des électrons ici sera insuffisante et il faudra, un peu comme dans le photosystème, vous voyez ici, vous avez un photosystème et un deuxième photosystème. De la même façon, on va être encore plus proche de la photosynthèse avec une photoanode et une photocathode. La photoanode modélisant le photosystème 2 et la photocathode modélisant le photosystème 1. Ça aura aussi l'avantage peut-être de récupérer une plus grande partie du spectre solaire, une partie étant utilisée ici, une autre partie étant utilisée là. Mais il faut inventer des photocathodes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je m'arrête ici. Et je vous remercie pour votre attention.